Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2025 et je voudrais vous faire part de la réaction qui est la mienne devant les événements survenus aujourd'hui, c'est-à-dire la condamnation du Rassemblement national en tant que parti politique, mais également la condamnation de 8 anciens ou présents eurodéputés du Rassemblement national, à commencer par la présidente du Rassemblement national, Madame Marine Le Pen. Alors vous le savez, c'est le coup de tonnerre, c'est un tremblement de terre politique, puisque le Rassemblement national a été condamné à 2 millions d'euros d'amende. Madame Le Pen a été condamnée notamment à 4 ans de prison, dont 2 fermes avec un bracelet, et elle a été condamnée également à une peine d'inéligibilité immédiatement exécutoire de 5 ans. D'autres personnes ont été condamnées d'ailleurs, notamment parmi les plus connus. Il y a eu Monsieur Louis Alliot, il y a eu Monsieur Julien Audoul, etc., qui ont été condamnés. Alors, évidemment, ça met la classe politique en émoi, et il y a eu quelques réactions internationales, assez étranges d'ailleurs, sur lesquelles je reviendrai, en particulier de la Russie et de la Hongrie. Alors, quel est mon sentiment sur la question ? Il faut, face à un événement de cette nature, garder toujours son sang-froid et puis ne pas oublier qui est qui et qu'est-ce qu'on reproche à qui. Or, le fond de l'affaire, avant de sauter aux conclusions et de parler d'un jugement politique, le fond de l'affaire est quand même pas reluisant. Le fond de l'affaire, c'est quand même un détournement de fonds qui a été évalué. Il y a plusieurs évaluations qui circulent. Mais enfin, le Parlement européen, l'institution Parlement européen, a réclamé que le remboursement de 3,4 millions d'euros qui auraient été détournés par le Rassemblement national, ainsi que par les 8 personnes condamnées au cours des 11 dernières années. Quand je dis qui aurait, d'ailleurs, j'emploie un conditionnel qui n'a plus lieu d'être, puisque maintenant le verdict est tombé, ça a été reconnu par la justice française. Il y a quelque chose ici qui est important à souligner, c'est que c'est pas uniquement un débat franco-français, c'est en fait un débat euro-franco-français. Le Parlement européen réclame cet argent qui a été détourné. Donc je le signale d'emblée. Deuxièmement, ce que je crois important de souligner, c'est que les juges sont là pour juger en fonction des lois existantes. Voilà. Or, il y a des lois qui existent, et notamment qui condamnent évidemment les détournements de fonds, avec à la clé la possibilité d'utiliser des peines d'inéligibilité de durée variable. Alors, il y a un débat qui peut se poser, c'est certains voient dans cette affaire un règlement de compte politique. J'y reviendrai. Il y en a même d'ailleurs qui parlent d'une atteinte à la démocratie. Je vais y revenir. Mais moi, ce que je sais, c'est que les juges, ils sont là d'abord et avant tout pour appliquer la loi. Et je crois important de souligner justement que dans les arrêtés du jugement, la présidente du tribunal correctionnel a fait valoir, eh bien, que le moyen de la défense, laisser, dit-elle, la présidente, laisser les citoyens juger des suites à donner, c'est introduire un principe d'immunité ou d'inégalité devant la loi, c'est-à-dire que selon que vous serez puissant ou misérable, selon que vous serez connu ou pas connu, dans certains cas, on appliquerait les peines d'inéligibilité, dans d'autres cas, on ne les appliquerait pas. Il y a donc un problème qui se pose, fondamentalement, qui est le problème de l'inéligibilité. C'est qu'un principe qui, à mon avis, peut être questionné. Parce que l'inéligibilité revient quand même à accorder à des juges la faculté d'interdire au peuple, en l'espèce au peuple français, de voter pour qui ils veulent. C'est quand même un problème. On le constate, on l'a vu sur la Roumanie, on le voit dans d'autres endroits. Le principe qu'une cour constitutionnelle ou un tribunal ou une cour d'appel puisse indiquer que les Français ou les Roumains ou les Allemands ou je ne sais pas qui n'ont pas le droit de voter pour une personne est en soi un principe qui est contestable. Mais là, ça n'est pas exactement le cas, puisque là, on n'a pas affaire à des législateurs, on a affaire à des juges. Et donc les juges ont appliqué la loi. Alors, ils l'ont fait, on peut dire, d'une certaine, avec, disons, ils l'ont fait avec une certaine puissance, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lésiné quant aux condamnations qu'ils ont prononcées.
Ce sont des décisions qui sont lourdes quand même, avec notamment des peines d'inéligibilité, des peines de prison avec sursis, avec le bracelet électronique, ce qui est quand même aussi une peine allégée, parce que j'aimerais savoir si tout le monde bénéficie d'un bracelet ou s'il faut être une star politique ou une star du cinéma ou du showbiz pour avoir droit à porter un bracelet. C'est à se demander s'il va pas bientôt y avoir, je ne sais pas, Hermès ou Louis Vuitton qui va nous sortir un bracelet, le modèle Nicolas, le modèle Marine, etc., en fonction des célébrités en question. Là aussi, c'est également condamnable, parce qu'en fait, la loi doit s'appliquer de la même façon pour tout le monde. Donc moi, avant de sauter aux conclusions, je dirais que je pense que les juges, probablement, n'étaient sans doute pas favorables à Madame Le Pen, ni au Rassemblement national, mais ce que je pense, c'est qu'ils ont fait leur devoir et qu'ils ont fait leur travail. Je le dis d'ailleurs personnellement parce que j'ai moi-même été victime d'attaques, vous le savez, il y a plusieurs années, et où j'ai été donc attaqué. J'ai eu droit à une mise en garde à vue, à une conduite à mon égard qui a été quand même particulièrement humiliante, que j'ai subie. Et ensuite, pendant des mois et des mois, j'ai eu 2 juges d'instruction qui ont épluché absolument tous les documents qu'ils avaient à leur disposition. Et je sais, ce n'est pas un grand secret, que le parquet et la police judiciaire avaient transmis un dossier qui était uniquement à charge contre moi. Ils avaient enlevé tous les éléments qui étaient ou plus exactement, ils l'avaient mis en dessous. Et j'avais eu des remarques qui m'avaient été faites par un des officiers de police judiciaire, comme quoi je devrais arrêter la politique, ce serait beaucoup mieux pour moi. Donc il est évident qu'il y avait derrière cette affaire des arrière-pensées politiques. Mais ce que je vois, c'est que les juges d'instruction, après avoir travaillé pendant des mois et des mois, sont arrivés, vous le savez, ils ont prononcé un non-lieu général sur absolument toutes les incriminations qui m'avaient été reposées. Ce qui signifie que finalement, eh bien, les juges avaient fait leur travail. Ils ont fait leur travail. Ils ne se sont pas laissés impressionner, parce que j'avais eu droit, rappelez-vous, à une presse qui d'un seul coup s'était rappelé mon existence. Et là, je pense que les mêmes juges ont fait leur travail, ont examiné ce qui s'est passé. Et à l'évidence, si vous voulez, pour prononcer le verdict qui a été prononcé, pour imposer des amendes telles qu'elles ont été prononcées, des peines très lourdes, c'est qu'il y avait quand même matière. Alors, face à ça, il y a des gens qui hurlent à l'attaque contre la démocratie. Moi, je dis que c'est quand même, il faut quand même, les 3 400 000 € que réclame le Parlement européen, c'est votre argent et le mien, quand même. C'est de l'argent qui a été détourné. Je suis assez sensible aux gens qui disent il y a 2 poids 2 mesures, regardez Bayrou. Oui, mais la différence, c'est plus compliqué que ça. Parce que je connais un certain nombre de personnes dans certains lieux qui connaissent, qui ont un peu eu accès au dossier. Le problème de Bayrou, c'est que, et d'ailleurs ça a été repris par la presse, c'est que il n'y avait aucune preuve. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé, mais il n'y avait pas de preuves. Donc en fait, ce qui a été condamné dans cette affaire, si j'ai bien compris, c'est que le Rassemblement national, le Front national d'abord, le Rassemblement national ensuite, a fait un travail de grand amateurisme. Voilà. C'est-à-dire, ils ont laissé des preuves partout. Ils se sont sentis dans un état de totale impunité. Un petit peu d'ailleurs exactement de la même situation que Nicolas Sarkozy, si j'ai bien compris, et Claude Guéant. Ce sont des gens qui ont fait des manœuvres de détournement de fonds ou d'escroquerie, ou je ne sais pas quelle est la qualification exacte, mais en laissant des preuves, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Alors, il y a des gens qui disent que c'est une atteinte à la démocratie. Oui et non. Bien sûr qu'on évoque le fait que Madame Le Pen était très populaire, ce qui est incontestable. Mais enfin, le fait d'être populaire n'est pas un sauf-conduit pour se permettre de piquer dans la caisse. Je crois que l'état de la France en ce moment, et les gens sont dans un tel état d'énervement, d'excitation, les Français voient que la France est ruinée, qu'on leur demande toujours de payer de plus en plus d'impôts, ben quand ils voient et ils se plaignent de ce que les responsables politiques sont corrompus et qu'il n'y a jamais rien qui est fait contre eux, là, pour une fois que quelque chose arrive, c'est le moment de ne pas s'en scandaliser. Moi, ce qui me scandalise là-dedans, c'est pas le 2 poids 2 mesures.
mais dans le sens que Madame Le Pen n'aurait pas dû être condamnée. Ce qui me scandalise, c'est que c'est les autres qui devraient faire l'objet de poursuites. J'attends, moi, qu'il y ait la justice s'empare notamment de la fortune de M. Macron. Monsieur Macron, il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2017 en expliquant qu'il avait, je crois, l'équivalent d'un studio à Pigalle ou je sais pas quoi, un truc de 300 000 euros. Voilà. Tout le monde sait qu'il a gagné des millions d'euros quand il travaillait chez Rothschild. Où est passé l'argent de Macron? Où est-ce que c'est passé? Et ça, moi j'aimerais. Il semble d'ailleurs que les juges maintenant se penchent sur le cas de Mélenchon et qu'il y a des soucis avec l'OLAF, c'est-à-dire sur l'organisme de lutte antifraude. Et donc on va voir ce qu'ils vont faire. Mais moi ce que je pense, c'est que les juges effectivement que la justice doit passer et doit s'attaquer aussi aux macronistes et doit s'attaquer aussi à Emmanuel Macron. Alors, sur l'aspect de la démocratie, il y a quelque chose qui m'a quand même choqué. C'est que j'ai vu qu'il y a des gens qui aussitôt sont montés au créneau en disant c'est une attaque contre la démocratie, etc. Comme si le Front National, le Rassemblement National, étaient des adversaires de Macron. Enfin, je n'ai quand même pas rêvé. Qui est-ce qui a cassé la procédure de destitution de Macron? C'est Madame Le Pen. On peut pas dire que ce sont des adversaires. Madame Le Pen et le Rassemblement national ont sauvé la mise de Macron. Madame Le Pen et le Rassemblement national ont refusé de censurer Bayrou. Madame Le Pen et le Rassemblement national ont laissé nommer M. Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel alors qu'ils avaient la possibilité de l'en empêcher. Donc on ne vienne pas nous expliquer que ce sont des grands opposants de Macron, ça n'est pas vrai. Ça fait 18 ans que j'explique que le Front National, et maintenant le Rassemblement National, en fait partie du système. Il est un excellent candidat de premier tour. C'est parce que tous les médias chantent les louanges de Jean-Marie Le Pen jadis, de Madame Le Pen maintenant, et probablement ensuite peut-être de M. Bardella. Ça a d'ailleurs déjà commencé. Parce que l'idée étant de pousser le maximum de Français à voter pour M. Le Pen, jadis, Mme Le Pen, naguère, et M. Bardella bientôt, au premier tour, pour qu'ils arrivent au deuxième tour, et au deuxième tour, ils se font flinguer, parce qu'ils ont pas les moyens, ou ils se sabordent, etc., face aux candidats de l'oligarchie. Donc, moi, je ne vais pas monter au créneau pour dire que c'est une attaque contre la démocratie. La vraie attaque contre la démocratie, c'est quand on voit un parti politique comme le mien, depuis 18 ans, totalement invisibilisé. Moi, j'aurais aimé que Mme Le Pen, que le Rassemblement National, qui pousse des cris d'orfraie en disant c'est un deux poids deux mesures, on s'attaque à la démocratie, on veut faire taire un parti politique, et qu'est-ce qu'ils disent de l'UPR? Est-ce qu'ils trouvent normal que notre parti, qui a dépassé les 110 millions de vues cumulées sur YouTube, où on fait des scores extraordinaires sur Internet, rien à voir avec d'ailleurs les analyses de Mme Le Pen, je parle même pas de Bardella, ils ont très très peu, je crois qu'au total sur leur chaîne de télévision, ils ont 10 millions de vues cumulées. On a 11 fois plus de vues cumulées que la télévision du Rassemblement National, ce qui prouve à quel point les médias du système promeuvent le Rassemblement National, promeuvent la pensée de Madame Le Pen, la pensée de Bardella, si tant est qu'ils ont des pensées, et en revanche cachent nos analyses. Moi, je n'ai jamais vu le Rassemblement National s'opposer à ça. Je n'ai jamais vu Madame Le Pen s'indigner du fait qu'en 2017, Macron avait 25% du temps de parole, elle en avait 22%, et moi j'en avais 0,8%. Je n'ai jamais vu Madame Le Pen et le Rassemblement National s'indigner qu'aux européennes, il y avait eu deux poules. Il y avait eu la poule A et la poule B pour les listes, les principales listes aux européennes. Et moi, j'étais invisibilisé de partout, sauf une fois où j'ai été invité, c'était à partir de 23 heures. Je n'ai jamais vu le Rassemblement National proposer justement de lutter contre ce deux poids deux mesures. Ils font partie du système. De même, d'ailleurs, que M. Zemmour, qui j'ai vu monter au créneau, lui aussi, s'indignant des attaques contre la démocratie. J'ai vu aussi que M. Dupont-Aignan fait une comparaison avec la Roumanie. Je ne suis pas d'accord avec la comparaison avec la Roumanie. Parce qu'en Roumanie, M. Georgescu, il a été écarté de l'élection présidentielle, mais on ne lui a pas reproché d'avoir détourné 3 400 000 euros. Le reproche officiel, c'est, paraît-il, qu'il y aurait eu une aide, une ingérence étrangère venue de Russie par l'intermédiaire de TikTok. C'est un truc, c'est une attaque fallacieuse. Il y a même pire d'ailleurs. Il y a Madame Sosoaka, qui était une candidate
pour la présidentielle qui a été interdite de se présenter par la Cour constitutionnelle roumaine, au motif que, je cite la Cour constitutionnelle, sa candidature, si elle était élue, ça risquerait de mettre en cause l'appartenance de la Roumanie à l'Union européenne et à l'OTAN. Donc là, ce sont des attaques directes et frontales contre la démocratie, parce que là, ce sont des attaques contre les idées, ce ne sont pas des attaques contre des détournements de fonds. Je voudrais d'ailleurs rappeler à cet égard que le Rassemblement national, non seulement depuis des mois et des mois soutient complètement Macron, refuse de lancer la procédure de destitution que je conseillais de lancer depuis 2018, mais je rappelle aussi que le Rassemblement national s'est complètement aligné sur le narratif de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie. Je n'ai quand même pas inventé que M. Bardella est allé, il y a quelques semaines, déjeuner, banqueter à Bruxelles, au Parlement européen, en bras dessus, bras dessous, avec Madame Valérie Hayer, la tête de liste macroniste, et avec Zelensky en personne. Alors, j'avoue que quand je vois ça, j'ai été un peu éberlué de voir la réaction du Kremlin. Je vois que le Kremlin, paraît-il, par la bouche de M. Dimitri Peskov, a dit que c'était une attaque contre la démocratie, et si ça... Je trouve qu'il devrait faire une meilleure analyse de la situation française. Pareil pour Viktor Orban également, de Hongrie, qui a fait les mêmes déclarations. Il devrait s'intéresser un petit peu davantage. Je n'ai quand même pas rêvé aussi que Madame Le Pen avait été reçue par Vladimir Poutine en 2016, je crois, avait obtenu de l'argent de banques russes, et puis après ça, à partir du moment où les médias ont voué Vladimir Poutine aux gémonies et ont présenté la Russie comme un État épouvantable, d'un seul coup, elle a complètement changé. Elle a largué la Russie. Elle a remboursé, semble-t-il, en catastrophe, les banques russes pour se tourner vers des banques situées aux Émirats arabes unis, ce qui est quand même un peu fort de café. Et en fait, maintenant, elle ne veut plus entendre parler du tout de la Russie. Je ne comprends pas, d'ailleurs, en l'espèce, exactement la stratégie de la Russie. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais signaler que jeudi dernier, j'ai fait une manifestation, un rassemblement pour la paix à Paris, où il y a eu à peu près plus de 500 personnes qui sont venues, ce qui n'était pas évident puisqu'on l'avait décidé en 2-3 jours, et que c'était un jour de semaine, place de la République. Donc on était satisfait du nombre. Surtout, bien entendu, que nous n'avons aucune couverture médiatique. Mais je voudrais quand même rappeler que parmi les personnes que j'avais invité le président du dialogue franco-russe, qui se trouve être M. Thierry Mariani, que je connais un petit peu, que j'ai croisé une fois ou deux. Bonjour, bonsoir. M. Thierry Mariani, qui est le coprésident du dialogue franco-russe, avec de l'autre côté, c'est un Russe. Bon, je l'ai invité 2 fois. Vous savez qu'il est eurodéputé du Rassemblement national par ailleurs. Je l'ai invité 2 fois à venir à cette manifestation. Il n'a même pas jugé bon de me répondre. J'ai son téléphone personnel, j'ai envoyé un SMS. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique, j'aimerais que d'ailleurs au passage la partie russe m'explique comment ils peuvent tolérer que le président du dialogue franco-russe soit un membre du Rassemblement national qui s'est aligné derrière Zelensky et M. Thierry Mariani, tout en étant président du dialogue franco-russe, refuse de venir soutenir la paix avec la Russie. Je pense que la Russie devrait peut-être faire un petit peu plus attention aux gens qui sont de bonne foi et ceux qui, en revanche, sont en fait, excusez-moi de le dire, c'est de l'escroquerie politique, qui essaie de jouer sur tous les tableaux. En réalité, on assiste à quoi avec cette affaire? On assiste au fait que tout le monde se tient par la barbichette. Le RN se tient par la barbichette avec Wauquiez, LR, Macron, probablement même LFI, etc., Zemmour. Ils ont tous des dossiers les uns sur les autres. Et donc, d'un seul coup, ils se serrent les coudes face à une décision de justice. Alors, il y a encore un autre scénario possible. C'est celui qu'on a appris il y a quelques instants. C'est que Madame Le Pen se pourvoit en appel, ce qu'elle a d'ailleurs déjà décidé de faire, donc que sa peine d'inéligibilité commence immédiatement, et puis que le jugement puisse avoir lieu, enfin plus exactement, les auditions puissent avoir lieu en 2026, et puis qu'ensuite il y ait un jugement qui ait lieu quelques mois, fin 2026 ou début 2027, et que si ça lui était favorable, à ce moment-là, elle pourrait néanmoins se présenter, sachant que les 500 parrainages, elle les a immédiatement,
compte tenu du nombre des élus qui sont des élus du Rassemblement national. Donc il n'est pas totalement impossible à l'heure actuelle qu'elle puisse quand même être candidate en 2027. Mais il faudrait quand même une connivence entre l'agenda du tribunal qui la rejugerait et puis voilà, et puis une bienveillance des juges. Donc tout ça reste un petit peu aléatoire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire au total dans tout ça. Au total, ce que je pense, on va voir la suite des événements. Je pense que les peines ont été quand même assez sévères, peut-être un petit peu trop sévères par rapport, quand on fait la comparaison avec des peines de gens qui commettent des crimes de sang ou avec des viols ou avec des OQTF qui sont pas respectés. C'est vrai que c'est un petit peu beaucoup. Mais néanmoins, je rappelle cet adage romain qui dit que même que la femme de César ne doit même pas être soupçonnée. Il y a en France un véritable problème de probité de la classe politique et pour une fois, mais il est normal que la justice passe. Je souhaite que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Le Rassemblement national, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Madame Le Pen, qui s'était déjà présentée 3 fois, va peut-être passer la main. Ça serait assez logique. Bon. Qui va lui succéder? Il semble qu'elle avait prévu le coup puisqu'elle avait annoncé que ce serait M. Bardella a toutes les compétences, la capacité d'être président de la République. C'est se moquer du monde. Se moquer du monde. M. Bardella, il a 29 ans. M. Bardella a aucun diplôme. Alors je dis pas que c'est absolument nécessaire d'avoir un diplôme, enfin quand même. Il s'agit pas d'avoir un poste de responsabilité dans une entreprise. Il s'agit d'être à la tête de la nation. Quand même. M. Bardella, il n'a aucune expérience professionnelle. Il n'a aucune connaissance particulière ni sur l'économie, ni sur la finance, ni sur la géopolitique, ni sur le social, ni ci, ni ça. Monsieur Bardella, les 2 grandes qualités qu'il a, c'est d'être beau gosse et de faire des selfies, première qualité. Et la deuxième, c'est de savoir lire des téléprompteurs où tout lui est écrit. Mais dès qu'on lui pose une question, il ne sait pas quoi répondre. Une question qui sort de ce qui est écrit. C'est pas un chef d'État. C'est incroyable. J'ai fait le calcul qu'il y a en France à peu près 40 millions de personnes qui sont plus âgées que M. Bardella, qui ont 30 ans ou plus. Que là-dedans, il y en a 23%, paraît-il, d'après les statistiques que j'ai trouvées, qui ont un diplôme Bac+2 minimum. Ça veut dire qu'il y a quand même à peu près 9,5 millions de Français qui sont plus âgés que M. Bardella et plus diplômés. Et là-dessus, il y en a à peu près 80% qui ont au moins un enfant. C'est-à-dire qu'il y a 7 millions de Français qui sont plus âgés, plus diplômés, qu'une meilleure expérience de la vie que M. Bardella. Alors j'aimerais qu'on m'explique en vertu de quoi c'est ce monsieur qui est un blanc-bec qui devrait être le président de la France. Ça n'a aucun sens. Ce que je pense, c'est qu'il y a derrière une oligarchie qui va essayer de promouvoir. C'est en cours. Parce que M. Bardella, comme je le disais tout à l'heure pour Mme Le Pen, M. Bardella est un formidable... On va nous dire que c'est un type formidable. M. Bardella est un formidable candidat pour faire élire Édouard Philippe. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Encore une fois, on va dire aux Français naïfs, oui, tout le monde derrière Bardella, il faut faire l'alliance, etc., etc., parce que c'est un bon candidat de premier tour, comme on dit. Et puis une fois qu'il sera passé au premier tour... face à Édouard Philippe, c'est le scénario... Il y en a plusieurs scénarios qui sont actuellement envisagés par l'oligarchie, mais c'est un des scénarios privilégiés. Dans un deuxième tour, Bardella et Édouard Philippe, voilà. Édouard Philippe, il pourrait presque être le père de Bardella, j'exagère à peine. Il a été Premier ministre. C'est quelqu'un qui est détesté par les Français. Mais enfin, c'est quelqu'un qui, évidemment, dans un débat public, il écrabouillera Bardella, puisque Bardella, il n'aura pas le prompteur pour lui dire ce qu'il faut dire. Et puis voilà. Et puis les Français, il y aura le phénomène des castors, la castorisation de l'électorat, et on votera pour Édouard Philippe. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tout ça est quelque chose d'absolument dramatique pour les tenants du système. Simplement, ils accélèrent le remplacement de Mme Le Pen par Bardella. Alors, je terminerai là-dessus. Il faut que les Français se détournent de tout ça, de tout ce marigot politicien, hein, de toute cette commedia dell'arte où tout le monde se tient par la barbichette. Il faut que les Français comprennent que pour 2027, il faudra qu'ils votent dès le premier tour pour le candidat capable de battre Édouard Philippe. Voilà. C'est ça qu'il faut.
vous devez voter au premier tour pour le candidat capable de battre Édouard Philippe. Est-ce que vous connaissez, en votre âme et conscience, compte tenu des capacités, de l'expérience professionnelle, de l'antériorité, etc., etc., est-ce que vous connaissez un meilleur candidat pour battre Édouard Philippe que moi? Réfléchissez. Vive la République et vive la France. Merci de soutenir l'EPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.